Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être aussi nombreux, merci d'être ici à l'Innovation Hub. On va parler de futur, on va parler de prospective aujourd'hui parce que j'imagine, si vous vous êtes promené dans les allées du salon, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un foisonnement d'innovation aujourd'hui en matière de transport. Tout à l'heure, je parlais on voit en face de nous, il y a une voiture volante. Un peu juste à côté, il y a des wingsuits, il y a des drones. On reparle des supersoniques. Il y a des nouvelles fusées qui fonctionnent aujourd'hui. Mais même à titre individuel, vous avez certainement vu dans les rues qu'il y a maintenant les monoroues, les gens qui se promènent sur des monoroues. Il y a des overboards. À titre collectif, on parle d'hyperloop. L'hyperloop, c'est ce train qui va à 1000 km/h, qui pourrait peut-être concurrencer l'avion. On parle de dirigeables, de montgolfières. Il y a un foisonnement énorme dans les transports actuellement. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a affaire à des modes ou est-ce que ce sont des vraies tendances durables? Et se poser aussi la question de quels sont les enjeux auxquels doivent répondre les transports du futur. Pour répondre à ces questions, nous avons deux experts que je vous demande d'accueillir chaleureusement, Daniel Kaplan et Jean-Louis Fréchin. Venez me rejoindre. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Alors, on voudrait que ce soit interactif comme conférence. Donc, pour poser des questions que je reçois sur ma tablette, non, je ne joue pas à Angry Bird, je lis vos questions. C'est le hashtag ParisAirLab. ParisAirLab, vous me posez des questions en temps réel, je les transmets à nos experts qui sont là. Cette conférence est la plus interactive. Elle est sur YouTube, en direct. Salut tous ceux qui nous suivent en ce moment en streaming sur YouTube. Hier, on était plus de 60 000. Il y avait plus de 60 000 personnes qui nous suivaient. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont ici, mais il y a encore plus de personnes qui nous suivent en direct sur Internet. Donc, on est ravis de vous accueillir. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Prenez un micro. Je vais commencer par vous présenter l'un et l'autre. À ma droite, nous avons Jean-Louis Fréchin. Vous êtes designer, vous êtes le directeur de l'agence No Design et vous avez travaillé dans l'automobile, vous avez travaillé dans l'aéronautique, vous avez même travaillé sur le cycle, donc le transport, vous connaissez. Et même, il m'a fait une confidence tout à l'heure, il a travaillé avec une personne qui a dessiné le magnifique engin que vous avez au-dessus de votre tête, le Concorde. Il a travaillé avec cette personne qui a dessiné le Concorde. Juste à côté, à votre gauche, nous avons Daniel Kaplan. Alors Daniel Kaplan, vous le connaissez certainement parce que c'est un des pionniers de l'Internet et du numérique en France. C'est un penseur. Je parlais du numérique tout à l'heure, et parce qu'on va voir que le numérique est très important aujourd'hui dans ces transports du futur. Le numérique est une composante assez essentielle. Alors, vous avez commencé avec le numérique, mais maintenant vous avez élargi énormément vos domaines de compétences, et vous travaillez notamment en ce moment sur les imaginaires du futur. Vous nous racontez à quoi ça correspond. Messieurs, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce qu'en ce moment, il y a une innovation beaucoup plus importante que d'habitude en matière de transport? Je notais tout à l'heure le retour au supersonique, les dirigeables, l'hyperloop, les overboards, etc. Est-ce qu'il y a en ce moment, ou c'est moi qui me trompe, une frénésie, un foisonnement d'innovation en matière de transport? Jean-Luc, Daniel? Oui, on peut constater pour différentes raisons, mais la principale, c'est l'accessibilité permise par le numérique à des technologies extrêmement puissantes, d'un renouvellement des moyens de transport. Une petite carte électronique et les composants électroniques coûtent très peu cher. Du logiciel, et on fait des overboards, on fait des drones. Et des drones, c'est un objet qui n'est pas fait pour voler, qui est instable et qu'on arrive à faire voler. Vous parliez du Mirage. Le Mirage 2000 est un avion aussi instable. Pour faire un Mirage, c'est très compliqué. Pour faire un drone, c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi des technologies qu'on ouvre qui permettent à des ingénieurs dans des écoles d'améliorer des systèmes et de les rendre publics. D'autres ingénieurs les améliorent, etc., etc. Et donc, finalement, on se retrouve à la fin avec des objets nouveaux ou des objets qu'on connaît faits autrement qui illustrent ce foisonnement dans à peu près tous les secteurs, peut-être sauf l'aviation de transport. Daniel? Alors, je dirais bien sûr, oui, on voit plein de nouveaux appareils. Je voudrais quand même, premièrement, signaler que pour moi, aujourd'hui, les innovations probablement les plus importantes en matière de transport, c'est pas celle-là. C'est Blablacar, c'est Waze, c'est d'une certaine manière Airbnb, c'est-à-dire d'autres manières ou raisons de vivre le déplacement, c'est-à-dire des choses qui ne se manifestent pas nécessairement par un appareil. Ouais. Parce que la question de l'appareil,
de l'invention d'appareils, notamment volants, et notamment dans ce salon, il y en a quand même toujours eu. C'est vrai qu'il y en a un peu plus et que Jean-Louis a raison de dire que le chemin entre le rêve et le prototype et la réalisation est beaucoup, beaucoup plus court et donc ça va produire beaucoup plus de choses. La question quand même qui va rester, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui emprunteront massivement ces appareils? Et ça va dépendre de plein d'autres facteurs, alors que du côté de Blablacar, la réponse, là, on la connaît, c'est oui. Oui, on est au début, c'est parce qu'on est au début du commencement. Je pense que Blablacar, quand ils ont démarré, on se disait, mais comment? L'autostop? Mais c'est vieux, ça ne marchera jamais. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est une nouvelle façon de se transporter. Mais c'est surtout que, vous voyez bien que... pourquoi je voulais le signaler, c'est parce que c'est une innovation majeure dans le transport, mais qui utilise, c'est une sorte de transport collectif, mais qui n'utilise pas de nouveaux véhicules, qui n'a pas de ligne, qui n'a pas de gare, qui n'a besoin de rien créer d'autre qu'une plateforme. C'est pas la seule direction, mais ça veut dire qu'on peut complètement changer aussi de manière d'envisager ce que c'est que l'innovation dans les transports, au-delà d'un appareil qui volerait ou roulerait autrement. Jean-Louis ? Les plateformes numériques, c'est-à-dire cette capacité du numérique à coller des choses ensemble, transforme des objets individuels en système collectif. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ça existe pour les voitures, ça existe pour les vélos, ça existe pour les outils, ça existe pour les appartements qui ne sont pas dans la mobilité. Donc les objets de transport existent encore, simplement leur utilité sociale est bouleversée. C'est ça qui est vraiment finalement le phénomène qu'on peut observer aujourd'hui d'intéressant et d'important. Des objets qu'on connaît ont un usage nouveau, une manière d'être utilisée nouvelle qui nous permet d'optimiser et de fluidifier la répartition de la charge, pour parler comme dans le transport. C'est-à-dire combien de passagers dans la voiture pour aller d'un point à un autre. Ça, c'est assez intéressant parce que faire des routes, ça coûte cher. Par contre, optimiser les paquets, je vais parler comme quelqu'un du numérique, dans un réseau de transport... Nous sommes des paquets qu'on optimise dans des voitures ou dans des trains. Non, parce que dans les réseaux numériques, l'information, elle est organisée sous forme de paquets. De Louis Pouzin, chercheur français, qui en peut rendre hommage. Et finalement, on optimise concrètement la manière dont on utilise les routes qui n'ont pas une capacité à augmenter de manière exponentielle pendant longtemps. Donc ça, c'est vraiment intéressant et nouveau. Mais quand je vous entends en creux, ce que je lis, c'est que quelque part, c'est le problème qui crée l'innovation. On entendait tout à l'heure, vous expliquiez que quand il y a des bouchons, quand le train, il n'y en a pas, etc., peut-être qu'on fait du covoiturage. On prend un transport qui était à la base individuel. Non. Et, non le problème parfois crée l'innovation. Le rêve le crée au moins autant. C'est là où justement nos overboards et tout ça sont intéressants. C'est du problème ou du rêve, l'overboard par exemple? C'est du rêve. Quel est le problème? À la limite... beaucoup d'innovations ont pour fonction de créer des problèmes plus intéressants. L'overboard va créer des problèmes. Oui, non, mais avant, ça c'est après, mais au départ, quand on le crée, on le crée pour le rêve ou bien on le crée parce qu'il règle un problème? Quel problème règle l'overboard? On le crée pour le rêve, bien sûr. Et probablement, ce qu'il y a d'intéressant finalement dans tout ça, c'est qu'on est peut-être dans un moment où on essaye... là, comme ailleurs, comme dans le retour d'un certain nombre de visions sur la conquête spatiale, on va aller sur Mars, on va aller dans les étoiles, etc. On est peut-être dans un moment où on essaye de ressaisir un rêve autour de la mobilité qu'on avait complètement lâché. Vous regardez aujourd'hui les messages des grands acteurs de la mobilité, efficients, c'est toujours la même pub. Toutes les pubs sur les bagnoles sont les mêmes, elles roulent toutes sur la même route, bien plate, où il n'y a personne d'autre, vers l'aventure, etc. C'est des imaginaires éculés qui ont 40 ans, 50 ans, 100 ans, qui ne bougent plus. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se chercher. Si vous allez le chercher autour de la résolution de problèmes, vous n'irez pas très loin. Parce que ça n'a jamais été la fonction réelle des innovations radicales. Les innovations radicales sont là pour créer des problèmes plus intéressants sous prétexte de résoudre des problèmes. En tout cas, l'overboard n'est pas là contre les embouteillages. Non, l'overboard, c'est parce que les gens aujourd'hui, il y a la bataille du dernier kilomètre, où souvent pour aller de la gare à chez soi, c'est pour prendre son pied, écoutez. C'est souvent un peu long. C'est pour prendre son pied en se déplaçant. Donc l'overboard, c'est pour prendre son pied, c'est pas forcément pour aller plus vite à la gare et prendre sa voiture, parce que souvent, ça évite à certaines personnes, parce que la gare est trop loin. On reparlera de plus vite tout à l'heure. D'accord. Vous aviez quelque chose à ajouter justement sur cette notion de rêve? Très important, parce que c'est finalement tout ce qui a construit mon activité depuis une vingtaine d'années. Et ici, au Bourget, au Musée de l'Air et de l'Espace, on a un modèle d'innovation. Quand les Français, parce que c'est rare de le dire, donc je le dis, ont inventé l'aviation,
Il n'y avait pas d'usage, il n'y avait pas de besoin. Il y avait un rêve, celui d'Icare, échapper à l'attractivité terrestre. Et ce modèle d'innovation, on l'a perdu chez nous après la Seconde Guerre mondiale. On a voulu rationaliser le progrès. Alors, il fallait reconstruire, c'était important. C'est l'inverse de ce que disait tout à l'heure Daniel. Hein. Il disait que lui, le rêve aujourd'hui, c'est lui qui est plus moteur que les problèmes. Attendez, je termine. Donc, après-guerre, on a rationalisé le progrès, on a formé les ingénieurs en batterie comme des poulets dans des clapiers. Et finalement, on fait des choses parce qu'elles représentent un problème et elles ont une capacité économique. On a fait Concorde. Concorde, c'est pas bien, c'est un échec. Concorde, c'est extraordinaire, c'est un des plus bels avions qui a jamais été inventé. Nous, Français, on a dit du mal de Concorde, c'était pas bien. Et effectivement, on se reprend un retour de choses qu'on pensait pas importantes, l'art, le rêve, la philosophie, les trucs qui servent à rien, qui sont très utiles. Et ce qu'on voit avec ces objets incroyables comme les drones, les hoverboards, les vélos volants, cette moto volante russe, et les rêves qu'on avait dans l'an 2000, c'est que ce qui ne sert à rien est extrêmement utile et qu'on l'a un petit peu oublié. Et pourquoi on revient... Ce qui ne sert à rien est extrêmement utile. Tout à fait. Et on revient à ces capacités-là aujourd'hui parce que le numérique a permis à des gens qui ne sont pas chez Airbus ou chez Boeing d'accéder finalement au plus léger que l'air ou au plus lourd que l'air, comme Parrot avec les drones. Il aimait les avions, puis il s'est dit, je vais faire un drone pas cher, le premier, pour tout le monde. Pas pour les professionnels, un besoin militaire, pour tout le monde, pour vous, pour moi. Et cette capacité, c'est finalement le retour du verre. Quand on connaît Henri Seydoux, le PDG de Parrot, c'est Tintin, c'est un rêveur, c'est un poète, il n'est pas simplement chef d'entreprise. Et c'est important. Le nombre d'ingénieurs d'Airbus que j'ai rencontrés, moi je voulais dessiner des avions, et j'ai fait l'école pour ça, et aujourd'hui je fais une toute petite partie de l'avion et c'est pas drôle. Si on ne fait pas rêver les gens qui préparent notre futur, on n'aura pas de futur. Oui, on n'aura pas forcément envie, quand on est ingénieur, c'est vrai que ça fait rêver de pouvoir fabriquer un... Alors, c'est notre histoire. J'ai l'impression que vous êtes quand même pas tout à fait sur la même ligne, parce que tout à l'heure, Daniel disait que c'est pas le rêve. Hein. Aujourd'hui, on essaie de régler des problèmes. Enfin, vous disiez l'inverse, pardon. Qu'on essaie plutôt de régler les problèmes, et qu'aujourd'hui, on est en train de réenchanter le rêve. Quoi. Pendant longtemps, on s'était attaché à l'aspect utilitaire du transport, et maintenant, on repart à la partie au rêve, c'est ça? Les gros acteurs sont dans la rationalité et pensent à des modèles qui sont des vieux modèles, et je suis d'accord avec Daniel, qu'ils essayent de faire perdurer, et puis des acteurs beaucoup plus petits, différents, qui n'ont pas envie d'être le spécialiste des toilettes sur la 380 et qui veulent faire des avions, se mettent à créer des sociétés, des start-up industrielles pour faire des avions électriques, pour faire à partir de drones du commerce des choses qui nous permettent de voler, etc. etc. C'est de là que vient le foisonnement et l'innovation aujourd'hui. Donc on est dans le rêve numérique. C'est le numérique, vraiment. D'accord. Alors justement, et donc avec le numérique, et donc justement de tout ce foisonnement, c'est un peu comme toute entreprise qui se crée, et des centaines et des milliers d'entreprises qui se créent, toutes ne réussissent pas à la fin. Qu'est-ce qui... Encore une fois, il suffit de regarder ce qui se passe en face de nous. On a un wingsuit là-bas, on a une voiture volante juste ici, un taxi volant, on a des drones juste à côté. Vous êtes gentil, vous êtes en train de leur dire, les gars, il faut commencer à chercher autre chose. Non, je demande qu'est-ce qui va perdurer de tout ça. Clairement, quand on travaille sur le futur, la dernière chose qu'on est là pour faire, c'est faire de la prévision ou donner des certitudes. Moi, je voudrais vous inviter à y réfléchir un peu autrement. En vous disant que ce qui va déterminer la réussite ou la non-réussite, c'est en fait la société dans laquelle la mobilité va s'établir. Je vous prends deux exemples pour essayer de bien réfléchir à ça. Si on est dans le tendanciel d'une société qui, au fond, est centrée sur, d'une part, l'accélération, et donc du coup le déplacement, en fait, c'est un mauvais moment ou un plus ou moins mauvais moment pour aller d'un endroit à un autre, mais c'est le moment neutre, le moment mort, qui sert à rien. Donc l'idéal, ce serait de se téléporter, hein, c'est-à-dire de ne pas vivre le moment du déplacement. Si je traduis, si on s'ennuie en allant d'un point A à un point B, c'est pas une bonne chose. Non, c'est même pas seulement s'ennuyer, parce que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, du coup, c'est de distraire les gens pendant le moment où on va d'un point A à un point B. Mais ça montre bien que pour le moment, le transport est vu comme une parenthèse. Parce qu'on est dans un monde dans lequel l'essentiel, c'est l'efficacité et la vitesse. Et la deuxième caractéristique de ce monde... Vous pouvez donner un exemple très concret de ça? Mais, par exemple, Parce que Blablacar, c'est pas du tout ça. Non, Blablacar n'est pas ça, mais parce que quelque part, c'est lent par rapport à... c'est pas du tout ça. Dans le monde, là je vais plutôt parler des transports collectifs par exemple, dans ce monde-là, dans lequel en tout cas la valeur suprême c'est celle-là, par exemple ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, dans l'avion, on va faire de l'avion une espèce de grande boîte à divertissement, on va projeter des trucs partout, on va même plus, on va transformer les hublots en écran, etc., etc. C'est-à-dire, il faut vivre
à nouveau une parenthèse, totalement parenthèse. On n'est plus en train ni de bosser, ni de discuter, ni d'accomplir quelque chose. Bon, et vraiment, deuxième élément, dans cette société, si on est dans cette société-là tendancielle, la deuxième grosse tendance, c'est l'inégalité. C'est les inégalités massives. Et un monde comme ça, c'est le monde de l'hyperloop, c'est le monde de transport hyper sécurisé, totalement séparé du reste du territoire. On fait un tunnel, c'est encore mieux que les lignes avec les barbelés du TGV. Ça se passe uniquement entre grands centres urbains dans lesquels on fait du business. Ça, c'est un système de transport. Et puis dans les centres urbains, les riches ont des overboards. Vous pensez que ce système-là, il est pas bon. Enfin, grosso modo, il n'est pas social. En tout cas, il n'est pas seulement qu'il n'est pas social, il est vraisemblablement assez fortement lié à un système qui, d'un point de vue écologique et social, est considéré comme non soutenable. Mais la tendance, c'est celle-là. C'est un monde dans lequel, en gros, il y a un embarquement, un enregistrement, une sécurité, une séparation, une orientation vers la vitesse. Si vous imaginez un autre monde, et je ne vous dis pas qu'il est meilleur, je vous dis simplement que ça va avec. Et donc, dans ce monde-là, dans les quartiers des gens qui ont du fric, il y a des overboards et ailleurs, il y a des bus bondés. Dans un autre monde dans lequel vous diriez, par exemple, et c'est pas forcément mieux, c'est la relocalisation, c'est les villes résilientes, etc., c'est des modes de transport qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est plutôt du vélo partagé, c'est plutôt des choses lentes, c'est plutôt un ralentissement délibéré, y compris pour que pendant qu'on se déplace, on fasse d'autres choses, comme ça se teste aujourd'hui dans des bus disco, par exemple, ou dans des bateaux conférences. Oui. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui a un sens, qui produit une expérience, et ces choses-là sont en train de se rechercher, mais elles ne réussiront ou n'échoueront que dans le cadre d'un système qui englobe la mobilité. Pourquoi on bouge? Qui bouge? On bouge d'où à où? On bouge à quel coût? Peut-être qu'on va vous écouter, Jean-Louis. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où on a beaucoup d'innovation? Je sais qu'il y a une start-up qui veut utiliser la Seine, c'est-à-dire qu'on se déplace sur la Seine, on utilise la Seine, mais là, on n'est pas du tout dans aller le plus vite, etc. Justement, très bon exemple. Les modèles de transport collectif, ils sont relativement simples. Hein. L'hypervitesse, l'hypermasse, et il y a un modèle qui émerge aujourd'hui qui serait le modèle du temps densifié, dense, dont Daniel vient de parler. Alors, justement, l'exemple de la Seine, il est intéressant à deux titres. Le premier, c'est que les innovations, finalement, le futur, il est déjà là, il n'est pas simplement réparti ou on l'a oublié. En 1900, il y avait une dizaine de compagnies de transport de passagers sur la Seine à Paris. Donc déjà, c'est pas nouveau, la notion de futur est vraiment relative. La deuxième chose, c'est que si on fait ce bateau sur la Seine pour aller de Suresnes à Saint-Maurice, par exemple, oui. On peut imaginer non pas un bateau, mais une infrastructure mobile, c'est-à-dire un bâtiment qui flotte, dans lequel on n'a pas des sièges, mais un bureau, une table pour travailler. Et ça, c'est la première chose. Donc, c'est plus un bateau, c'est un objet mobile, une infrastructure mobile, une architecture qui va se déplacer sur la Seine. La deuxième, c'est que si son interconnexion avec les autres moyens de transport n'est pas totalement pensée, ce qu'on appelle la multimodalité, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, les systèmes de transport intéressants et innovants, ils sont interdépendants avec les autres systèmes de transport. On ne peut pas les considérer tout seuls. Un avion, le plus bel avion d'Airbus, puisque les Boeing sont partis mardi, ce qui n'est pas très sympathique. Le plus bel avion d'Airbus sans un aéroport parfaitement intégré, et je crois qu'on a vu l'image du RER surchargé, et sans le système de transport pour nous amener à Paris dans de bonnes conditions, finalement, on n'est pas dans ce temps densifié, modernisé, presque poétisé, j'ai envie de dire. Alors, la question que j'ai envie de poser, est-ce que ce n'est pas la tendance actuelle? Parce que moi, je constate, je ne sais pas, on parle du Grand Paris Express, le grand métro qui va faire le tour de Paris. Et dans la réflexion de ce Grand Paris Express, on parle d'espaces des tiers-lieux où on a travaillé, on a misé énormément sur le numérique, ça veut dire qu'on va s'arranger pour que chacun puisse se connecter, on va faire des lieux où on pourra faire ses courses, on pourra... Est-ce que, quelque part, ces visions-là ont déjà été intégrées et qu'il y a peut-être que l'aviation classique qui reste dans le vieux modèle, sachant que l'aviation classique, on sait que les temps de développement d'un avion sont ce qu'ils sont. Un avion vole pendant 25 ans. Donc tout mouvement dans ce secteur-là, évidemment, prendra des décennies, quoi qu'il arrive. C'est très intéressant l'exemple du Grand Paris, puisque le Grand Paris a été pensé par des politiques et des urbanistes. Et la question du système de transport est arrivée après. C'est-à-dire que ce n'est pas les ingénieurs des ponts qui ont dit le Grand Paris va être comme ça. Ils ont conçu le métro, très bien, mais c'est d'abord une question urbaine. Et ça, c'est un élément de construction du futur extrêmement rassurant, c'est-à-dire que la
planification urbaine est faite par des gens dont c'est un petit peu le métier, et le transport vient appuyer cette pensée de la ville, des circulations et des endroits où on habite. Donc effectivement, la traduction, c'est des gares qui sont des lieux de vie, des lieux de bureaux, des lieux avec des points relais, des nouveaux types de commerce, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'interdépendance et l'écosystème, c'est les nouvelles opérations qui se construisent autour de ces gares, qui elles-mêmes sont des éléments en mutation, c'est-à-dire des lieux de vie, des habitations avec des services en BD, en bon français, intégrés au bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment vient quelque part vous assister avec une conciergerie intégrée, et tout ça, c'est une espèce de pensée systémique nouvelle, assez saisissante, et dans ces nouveaux lieux de vie, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est peut-être plus obligé de prendre le nouveau métro de Paris. On peut travailler à distance de chez soi avec quelques éléments relais, la Poste qui offre tout un tas de services professionnels. Donc, un des éléments de la mobilité de demain, c'est peut-être la non-mobilité. La non-mobilité. La ville est en train de se créer différemment. Ouais. C'est une mobilité choisie quand on en a besoin réellement, et on peut travailler autrement parce qu'il y a des points relais et une répartition finalement de la masse sur le territoire un peu réfléchie en amont. Daniel, justement, alors sur ce point-là, le numérique évidemment est très important parce qu'il est essentiel. C'est ce qui permet de travailler à distance sans perdre grand-chose, justement. Sur le transport, vous l'avez dit tous les deux, j'ai l'impression, il faut raisonner au-delà de l'appareil lui-même, il faut raisonner avec ses interconnexions, mais aussi avec la ville et avec l'humain. Il y a souvent des humains dans les moyens de transport, c'est vrai. Enfin, globalement, c'est indissociable. Ce qu'a décrit Jean-Louis autour du système de transport du Grand Paris, c'est le fait qu'entre la gestion des temps, celle des espaces, celle des moyens de communication et de collaboration, de travail, et des moyens de déplacement physique, des personnes, des services et des marchandises, tout cela interagit en permanence. Et ce qu'il y a de plus intéressant d'ailleurs, et c'est peut-être là où les moyens de où la partie mobile des moyens de transport est la plus en retard au fond, c'est que petit à petit, c'est pas seulement un système de choses spécialisées, c'est qu'on peut tout faire à tous endroits. C'est-à-dire que par exemple le numérique, au début, au début, c'est-à-dire il y a bien 25-30 ans, on se disait, grâce au réseau, les gens vont pouvoir bosser de chez eux, et donc la population sera répartie partout dans le territoire, les gens seront à la campagne, etc. Le télétravail. Voilà. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'un point de vue écologique d'ailleurs, heureusement, parce qu'en réalité, cet étalement veut dire que dès qu'on a par contre besoin de se déplacer, c'est une bagnole et avec une personne dedans sur des longues distances, donc c'est la vraie catastrophe. Mais ce qui s'est passé, c'est l'interpénétration. C'est-à-dire, à l'endroit où je suis, ici, il y a sans doute des gens qui sont en train de filmer, tweeter, etc. Vous êtes en permanence en contact avec des gens avec lesquels vous êtes physiquement et avec d'autres pour des motifs différents, sur des lieux différents, etc. Et donc, il y a une déspécialisation qui est vraie sur les lieux, très fortement, qui est vraie sur les temps, que les gens ont structuré. Si vous dites, effectivement, il y a des humains, eux, voilà, ils sont en train de bosser, pas bosser, de lire, de produire, d'être en relation avec des amis, etc. Et tout ça se tisse assez bien. Le seul endroit où ça se passe pas très bien pour le moment, c'est dans les lieux, dans les moyens de transport, individuels ou publics d'ailleurs, parce qu'évidemment la voiture est un endroit où c'est pas très facile de le faire, et où on sent bien qu'on n'a encore pas vraiment progressé. On va sans doute progresser le jour où la voiture se conduira toute seule. Mais comment exactement? Et je pense que l'idée que du coup on va en faire un bureau personnel, donc non partagé, est sans doute encore assez pauvre. Moi j'ai vu des histoires où les gens, la voiture autonome, ils la voyaient comme le prolongement du salon. Imaginons, nous on est dans notre salon là, et ben oh tiens, si on allait travailler, eh bien c'est le salon entier qui part. C'est très intéressant en tout cas de se dire, arrivons à l'idée que ce qu'on peut vivre en train de se déplacer, c'est pas seulement une distraction qui fait que le moment à passer n'est pas trop mauvais, ce qui est aujourd'hui ce qu'on fait, mais se dire non, je continue à faire ce qu'il y a à faire, je vais essayer d'accomplir quelque chose, de vivre quelque chose de significatif. Ce qui poserait problème du point de vue du véhicule autonome, c'est si du coup ça devient tellement fort de cette manière-là
que ce véhicule devient un domicile, donc décoré, etc., et donc non partagé. Si le véhicule autonome est possédé, personnel et non partagé, vraisemblablement, c'est une véritable catastrophe en termes d'occupation de l'espace, en termes écologiques, etc. En revanche, si le véhicule autonome est un truc très modulaire dans lequel on peut faire des choses, mais qui est partagé, c'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent, dont le taux d'utilisation passe de 3-4%. Une automobile aujourd'hui circule à peu près 3-4% de sa vie. Le reste du temps, elle est là, elle occupe de l'espace, elle ne sert à rien. Et à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, y compris dans les expériences vécues. Parce que du coup, on roule avec quelqu'un qu'on connaît ou avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On fait des choses ensemble ou on essaye de cohabiter en faisant chacun des choses. Et tout ça doit se structurer, se designer. Là où le futur est merveilleux, pour revenir sur le véhicule autonome, c'est que c'est vraiment une proposition industrielle. Les gens ne rêvent pas de véhicules autonomes. Les industriels et les vendeurs de technologies numériques rêvent de véhicules autonomes. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt des rêveurs, pour le coup, là, qui Non, avaient pas pensé du tout. Non, pas Et du tout. preuve en est. Que les industriels ont été bousculés par des Google et par des gens comme ça. Non, mais Ils sont des grands rêveurs et ils se sont dit, oula, il faut que je m'y mette, sinon je vais pas être... prendre Renault, Peugeot ou Volkswagen pour des débiles. Le véhicule autonome, ils y travaillent depuis très longtemps aussi. Ils ont peut-être moins de glamour et de capacité à communiquer, ce qui est d'ailleurs un problème des Français en général. Le rayonnement d'une pensée un peu innovante a du mal à rayonner en France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on n'arrête pas de parler de véhicules autonomes, il se passe en Europe un phénomène incroyable, c'est qu'on n'a jamais autant vendu de voitures de collection, que des jeunes de 30 ans achètent ce qu'on appelle des Youngtimers, c'est-à-dire les voitures de quand ils étaient petits, ils avaient 6 ans, ils achètent la voiture de leur père, donc une Fuego, une Volkswagen Scirocco ou je ne sais quoi. Une Golf GTI. Une Golf GTI, exactement, merci. Peugeot 205. Et donc le futur, il n'est pas traçable, il n'est pas prédictif. La mobilité partagée pour économiser l'espace, qui est intéressant, véhicule autonome, qui peut rouler tout seul, pas utilisé par un maximum de personnes, c'est ne faire que répliquer le problème. Et les gens n'ont même plus besoin de dormir, donc Enfin, bon. Donc j'entends deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas simplement s'intéresser à aller d'un point A à un point B plus ou moins vite, plus ou moins dense. Ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qui se passe entre A et B. Et que le futur, on ne sait pas trop à quoi il va ressembler, mais que souvent, c'est nous-mêmes qui le changeons. Dans l'exemple de Blablacar, où Blablacar, l'autostop, c'était quelque chose qui était plutôt mal vu pendant toute une période. Personne n'aurait osé faire d'autostop. En le rendant cool, quelque part, on arrive à changer même la notion qu'on a d'un transport. Mais je voudrais revenir sur le... Là, on rêve un petit peu, mais il y a des véritables problématiques quotidiennes. On a des problèmes de CO2, de réchauffement climatique. Il faut trouver des solutions à ça. On a aussi des problèmes de centres urbains. Les villes sont concentrées. On n'a qu'à voir la région parisienne. Tout se passe... C'est une espèce d'étoile. Tout vient sur Paris. Donc, les gens qui travaillent, qui sont à l'extérieur de Paris, doivent venir travailler dans Paris. Comment on fait? Alors, j'entends bien, il faut réenchanter le rêve entre A et B, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur, mais très concrètement, on a quand même des vrais soucis aujourd'hui et on n'a rien trouvé de mieux que le RER. Non, c'est clair, mais il y a aussi dans les réponses à ce sujet des vraies tensions, pour ne pas dire des controverses assez puissantes, entre l'intérêt des gens et les intérêts économiques. Je vais prendre un exemple très clair. L'avion préféré des passagers, l'avion de transport, pour revenir à l'aviation, l'avion de transport préféré des passagers, c'est l'A380. Très silencieux, on ne sent pas les éléments un peu inquiétants au décollage. Sièges plus grands, enfin voilà. Par contre, les compagnies ne l'aiment pas parce qu'il est compliqué à opérer, etc. Or, cet avion a un coût passager-kilomètre assez optimum. Il y a même une annonce qui l'améliore encore plus. Ils vont l'améliorer, etc. Pour ce qui est du CO2 de la planète, c'est l'avion qui est le meilleur. Mais il enquiquine les compagnies parce que les passagers veulent aussi faire du point à point direct, et faire de la mobilité comme avant, c'est-à-dire aller de Limoges à Manchester en direct en Boeing 787. À un moment, il faut choisir. Donc, soit on optimise encore une fois les emports et on a peu d'impact sur la planète, et par contre, on fait des infrastructures qui sont fluides, enrichies et denses entre l'aéroport et la grande ville. C'est un peu
je le souhaite de tout mon cœur, ce vers quoi Roissy essaye d'aller avec le Roissy Express si on a les Jeux Olympiques. Mais enfin, si on n'a pas les Jeux Olympiques, je pense qu'il faudra le faire pour éviter le RER Oui, B, bien sûr. qui a quand même qui a été dessiné par un très grand designer, mais qui a quand même ses 35 ans bien sonnés. C'est compliqué quand on est touriste, quand on arrive à Paris, enfin quand on arrive à Roissy, qu'il faut rejoindre Paris, c'est compliqué. Mais au-delà de ça, il y a toujours des tensions entre l'intérêt de la société, l'intérêt des gens, les contradictions des gens et les intérêts économiques. Et c'est cette équation-là qui finalement sculpte un petit peu le futur. On fait des avions d'hypervitesse, le boom, qui est donc un supersonique de 50 passagers, ou la version liquide avec la NASA qui va nous faire aller très vite. Bon, c'est une option. Je ne sais pas si elle est bonne pour la planète. On fait des avions de point à point pour des petites métropoles. C'est très pratique pour les gens, pour les compagnies aériennes, etc. Mais ce n'est pas dans l'intérêt du futur. C'est peut-être un intérêt économique. Oui. Enfin, on se crée aussi les problèmes qui permettent de ne pas forcément bâtir un futur. Mais Daniel, idéal. tout à l'heure, vous expliquiez que l'intermodalité, la multimodalité était importante. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, avec l'appareil qui est en face de nous, avec les nouvelles voitures volantes, les VTOL, les véhicules à décollage et atterrissage vertical, je ne sais pas moi, un appareil qui permettrait, qui décollerait de façon silencieuse, verticale, et donc on pourrait mettre même quasiment près des centres-villes, et qui, une fois qu'il est en l'air, eh ben, hop, il passe en hybride, et donc il fait du bruit, mais c'est moins grave parce qu'il est en l'air, et quand il arrive dans le centre-ville, eh ben, il redescend. Et qu'une fois qu'on est arrivé en centre, une fois qu'on est arrivé là, plutôt que d'avoir des RER B, bon, on a peut-être des monoroues, on a peut-être des trottinettes électriques, on a peut-être des wingsuits, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de réinventer cette multimodalité ? On peut imaginer toutes ces choses-là. Une des questions quand même, c'est pourquoi il faut voler, c'est pourquoi tous les gens prennent leur... Parce que j'habite en province. Je continue. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous alliez à 9h à Paris en même temps que tout le monde ? Parce que j'ouvre le magasin. Peut-être, mais pourquoi est-ce que les gens sont obligés d'aller dans ce magasin à ce moment-là ? Il y a plein d'autres questions que vous pourriez essayer de poser. Vous posez la bonne question au départ, qui est celle, en effet, à la fois du lien avec une structure urbaine et du lien avec les enjeux je dirais, sociaux et environnementaux qui sont en tension. Je signale d'ailleurs que quand on regarde les objectifs du développement durable, curieusement, il n'y a pas d'objectif en termes de mobilité, aucun. Le seul endroit où la mobilité est citée, et c'est un vrai sujet pour les gens de la mobilité, mais ce n'est pas le même, c'est les migrations. Donc ça c'est oui. Très, très curieux. Dis donc, les gens sont très réactifs sur la projection d'images, bravo. Mais même quand vous rentrez dans les sous-objectifs, la mobilité n'est quasiment pas présente. Or, c'est vraisemblablement une aspiration absolument fondamentale. Mais essayons de reprendre ça un peu autrement. Parce qu'au fond, ce que vous nous dites, c'est, bon, il n'y a rien d'autre qui change. Donc, les horaires, les lieux de travail, les lieux de consommation, rien ne change. Mais il faut que moi, je puisse y aller. Et vous avez raison, de votre point de vue, on ne va pas vous dire, bah non, il ne faut pas que vous y alliez. Même si l'un des enjeux en termes environnementaux, c'est que normalement, il faudrait arriver à se déplacer un peu moins, en tout cas sur les déplacements contraints. Mais est-ce qu'on peut essayer de se dire, alors on change un peu les horaires, ou bien on imagine qu'au lieu de se dire, ah ben on a chacun notre machin qui décolle, etc., qui est donc personnel, individuel. Non, là, ce sera collectif, on parle de taxi. Alors, est-ce qu'on peut essayer ça va coûter cher individuel quand même. Vraisemblablement, oui. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de se dire, si on avait des moyens qui... Je prends un exemple. Si on avait des moyens collectifs qui étaient peut-être beaucoup plus lents, mais dans lesquels on arrive, on se pose, on peut faire sa réunion, on peut avancer sur un bout de boulot, on peut faire quelque chose qui compte pour nous, on peut continuer un bricolage plutôt numérique parce que l'établi, c'est pas si simple, etc. Bon. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, on va en fait être sur la version aérienne de la grande boucle et en fait, on va bosser toute la journée en se déplaçant? Non, mais ça, je comprends bien dans les gens qui travaillent dans les services, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à l'usine, il y a quand même beaucoup de gens qui sont des agriculteurs, il y a beaucoup de gens qui font de la vente au détail, donc ils ont besoin d'avoir le magasin. Beaucoup, la réponse en France, c'est non. Il n'y en a pas beaucoup. Qui travaillent en usine ou agriculteurs. Mais par ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs en France ? Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est une proportion relativement la proportion des services, c'est quand même plus faible que là. Et dont l'enjeu de déplacement pendulaire est généralement pas énorme. Donc, essayons de regarder si, en tout cas sur les grands flux, on n'a pas, en réinventant des systèmes et des expériences du moment de transport, autre chose qu'un changement de moyens techniques de faire ce qu'on faisait avant.
vous pourriez aussi imaginer, il y a des gens qui l'ont fait, il y a des entreprises qui ont, y compris industrielles, qui ont essayé de travailler non pas sur comment est-ce que j'optimise la ligne pour que tout le monde arrive à 8h15 pour embaucher, en disant, et si en fait des gens arrivaient à 8h, à 8h30, à 9h, à 9h30, tiens, là ça fait des trucs avec les mêmes... moins de bouchons, ça fait... Ouais. C'est curieux, hein. Et donc les gens, évidemment, ils arrivent, ils n'ont déjà pas commencé par souffrir pendant 1 heure dans un truc désagréable, parce que ce qui est désagréable simplement parce qu'ils sont trop serrés, parce que justement ils peuvent rien faire, c'est le moment purement neutre. Et donc vous voyez que vous pouvez essayer de réinventer des choses autrement que juste par un Pas outil. raisonner sur l'appareil, raisonner sur la périphérie, et souvent c'est plus efficace. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique. Et dans cette approche systémique, on peut considérer que pour solutionner des problèmes, il y a toujours des solutions technologiques. C'est une approche française, c'est une approche très américaine en ce moment. Et on peut aussi considérer qu'à côté de l'innovation technologique, il ne s'agit pas de nier, il y a des innovations sociales, comportementales, politiques. Pour illustrer un des exemples d'innovation comportementale, telle que décrite par Daniel, Peugeot à Mulhouse avait des problèmes terribles à l'entrée de l'usine. Tout le monde allait à l'embauche le matin à la même heure avec sa petite Peugeot. Et il y a un géographe qui a eu l'idée de faire de déporter, de répartir l'embauche sur 1h30. Et donc il n'y a plus d'embouteillage, pas besoin de faire de rond-point, pas besoin de faire une nouvelle branche d'autoroute. Simplement, Peugeot adapte son mode de travail par rapport à l'arrivée des gens. Voilà. Oui, Ce qui est très intelligent. Mais par ricochet, il faut adapter tout le reste, parce que peut-être qu'il y a des gens qui mettent leurs enfants à la crèche, il y a des autres qui les accompagnent à l'école. C'est pour ça que c'est une approche systémique. Il faut raisonner de façon globale. Mais il ne faut pas croire que c'est plus compliqué que de faire un avion qui vole à Mach 2. Il ne faut pas croire que d'aménager les horaires de crèche, ce qu'on a appelé le bureau des temps à Paris pour les bibliothèques fermaient à 18h quand les gens sortaient du bureau, donc les Parisiens n'allaient pas dans les bibliothèques. Le bureau des temps a adapté les horaires de bibliothèque à la façon dont les gens vivaient aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple encore plus extrême pour vous montrer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui plusieurs grands entrepreneurs du net sont devenus des grands entrepreneurs du secteur spatial et sont d'ailleurs en train de secouer le secteur comme jamais. On parle d'Amazon et de Tesla, de SpaceX Bezos, et de l'origine. On parle de SpaceX d'Elon Musk, on parle de Planetary Resources des fondateurs de Google. Si vous prenez Musk, son idée, pourquoi il fait ce lanceur qui réatterrit ? Parce que son idée, à terme, c'est qu'il faut aller coloniser Mars. Pourquoi il faut aller coloniser Mars ? Parce qu'on va tellement foirer la planète qu'il va falloir qu'on aille. Vous voyez le type de choix qu'on fait, hein, c'est le même type de choix que celui que Jean-Louis vient de raconter. C'est-à-dire l'avenir de l'humanité est sur Mars parce que c'est sûr qu'on ne résoudra pas nos questions ici. C'est ça sa vision à notre ami Musk. Alors évidemment, que vous lui dites comme ça, il va dire non, pas tout à fait, mais en fait, il l'a quand même écrit et exprimé plusieurs fois. Et donc, cette question qui est que si on invente juste des outils de transport pour se débarrasser de nos questions, qui sont des questions d'organisation, des questions de lieu, des questions d'urbanisme, des questions sociales, des questions environnementales, ça ne marche pas. Si on les tisse dedans, on peut être aussi inventif. Mais on n'inventera pas forcément la même chose. Je suis assez convaincu qu'une des choses qu'on va inventer, si on essaie de prendre les choses, c'est notamment des moyens de transport qui ne s'arrêtent jamais. Des dirigeables ou des îles flottantes qui n'atterrissent jamais et donc dans lesquelles on peut se déplacer pendant une semaine. C'est pas grave, c'est bien en fait, si on n'est pas juste à regarder des films, oui. Si on est justement en train de faire un boulot, etc. Sinon, ça fait penser à Wall-E. Je ne sais pas si vous savez le film Wall-E. Bien sûr. Alors, on tourne pendant des heures, enfin des années, des centaines d'années. Ah ben là, c'est autre chose. C'est parce que la Terre est plus accessible. Que la Terre n'est plus accessible, et deux, le scénario dont on parle aujourd'hui beaucoup, c'est pour ça que tout ça est tissé, que de toute façon, on n'a plus besoin de faire bosser les humains parce que c'est les machines qui s'en occupent, oui. Y compris de nettoyer vaguement ce qu'il y a sur Terre. Et donc, on les met dans des fauteuils qui flottent. Mais non, ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est vraiment ça. C'est qu'on parle beaucoup d'innovation point à point, c'est-à-dire sur l'appareil lui-même, mais il faut avoir cette capacité. Vous dites que c'est moins compliqué que de faire un Concorde, mais il n'empêche, il faut faire parler plein de gens ensemble, et il n'y a rien de pire que de faire parler plusieurs personnes ensemble. C'est assez compliqué. Ça s'appelle la politique. Tout à l'heure, vous avez évoqué SpaceX et ces fusées qui partent
et qui reviennent. Je voulais qu'on aborde un peu cette... on est quand même au salon de l'aéronautique et du spatial. Cette idée aussi du voyage, mais qui quitte la Terre cette fois. On a parlé du problème terrestre. On ne réglera pas nos problèmes de CO2, on ne réglera pas nos problèmes sociaux si on ne raisonne pas de façon globale, je vous ai entendu. Maintenant, je ne sais pas moi, c'était j'ai oublié son nom, M. Hawking, qui a annoncé il y a quelques jours une mini-fusée qui est capable d'aller sur cette fameuse exoplanète, c'est pas Mars, hein, comme Lennox, lui il veut carrément aller sur Alpha du Centaure pour que l'humanité, d'abord c'est une sonde qui va analyser Alpha du Centaure pour être sûr que ça fonctionne bien. Mais cette idée de voyage intersidéral aujourd'hui, c'est toujours de l'ordre du rêve. Quels seraient les enjeux pour l'humanité de se quitter un peu notre Terre ? Bon, je vais parce que c'est un élément important qui fait appel à la science-fiction. Je laisserai parler Daniel sur ce sujet-là, mais un des éléments déclencheurs de ce renouveau de la conquête spatiale, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup dans l'aéronautique. C'est le fait que des communautés scientifiques travaillent comme amateurs ou comme étudiants dans des universités sur des objets spatiaux qui sont open source, c'est-à-dire dont, pour faire simple, dont les brevets sont accessibles à d'autres universités ou à des amateurs. Donc il y a un foisonnement dans le monde spatial qui est supérieur au monde de l'aéronautique civile de transport. Donc ce foisonnement a créé des ingénieurs, des professeurs qui peuvent répondre à des appels de Bezos ou de Elon Musk quand leur prend l'envie de faire des fusées. Donc ça, c'est encore lié à un esprit du numérique qui a été de dire, finalement, le moteur, les logiciels sont gratuits, c'est ce qu'on en fait qui crée de la valeur. Et le spatial a été impacté par ça. L'aéronautique civile, non. Trop de réglementations, trop compliquées. Et puis les deux plus grosses capitalisations boursières du monde, Airbus et Boeing, ils n'ont pas besoin de partager avec les copains. Ils ont même envie d'être encore plus gros pour que les Chinois n'arrivent pas. Dans le spatial, la dimension industrielle est très faible, la dimension scientifique est très forte. Et donc on a cet élément-là. Donc forcément, à côté, dans les universités, les sociologues, les philosophes, ces idées de sortir de soi, de sortir de la planète Terre sont arrivées. Et puis, je vais faire une magnifique transition. C'est encore le rêve qui On revient au rêve. Je vais passer la parole à Daniel sur son sujet, l'imaginaire, parce que là, on fait appel à des éléments de littérature qui ont parcouru aussi nos vies. De littérature et aussi de science. Et comme d'habitude, le spatial est aussi un passage aux limites de nos capacités conceptuelles et techniques qui a d'énormes intérêts pour des questions beaucoup plus terre à terre. Je vous prends un exemple. Il n'y a pas très longtemps est paru un ouvrage collectif qui s'appelle Star Arc, l'arche spatiale, dirigé par Charles Armstrong et qui se pose la question du voyage interstellaire, c'est-à-dire vers une autre humain interstellaire, qu'on ne sait clairement pas faire aujourd'hui en dessous de quelques millénaires, en gros, hein, compte tenu du pourcentage de la vitesse de la lumière qu'on sait atteindre. Donc, en gros, c'est un bouquin qui se pose la question de comment on rend possible un truc qui est juste pas possible à notre horizon actuel, hein, en tout cas. Oui, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut résoudre comme problème? Alors, il y a des problèmes très clairs de matériaux, de propulsion, de machin. Il y a des articles savants là-dessus. Mais le problème qui nous intéresse, en tout cas pour notre débat, c'est donc, on a une communauté d'humains qui va passer quelques siècles dans un vaisseau. Il y en a qui vont naître, qui vont mourir, il va falloir qu'ils vivent ensemble, qu'ils ne s'étripent pas, donc qu'ils développent une civilisation, une culture. Il faut évidemment une écologie qui fasse que, alors qu'il n'y a aucun apport extérieur, sauf éventuellement un tout petit peu de lumière, qu'il y ait de l'air, qu'il y ait de l'eau, qu'on puisse manger. C'est la même chose si on va vivre sur Mars, hein. C'est la même chose sur Mars. Donc sur voilà, Mars, parce qu'on est obligé d'avoir une combinaison, on est obligé d'avoir... C'est la même chose sur Mars. Et puis on redescend encore un peu. Tiens, dans les années 60, Buckminster Fuller, les biosphères, est-ce qu'on sait faire vivre des communautés? Et puis on retrouve la question des villes en transition, est-ce qu'on peut être plus résilient sur des communautés humaines, etc. Et c'est des questions qui, tiens comme par hasard, à partir d'un dispositif de mobilité, sont des questions de société sur comment on peut vivre ensemble, éventuellement, dans des mondes dans lesquels on n'est pas tout le temps en train de faire rentrer-sortir des produits semi-finis, de l'énergie, etc., etc. Et c'est là où ça devient à la fois évocateur. Si vous voulez en lire un autre, c'est 2312, où là, la planète a les terriens ont colonisé
tout le système solaire. Donc ils ont terraformé à leur manière des satellites de Saturne, etc. Et à chaque fois, bon voilà, quand c'est Mercure, c'est un peu chaud, donc ils font un truc sur rail qui va à chaque fois sur, le côté, sur la face cachée, qui amène la ville sur la face cachée, etc. Et surtout, on se déplace en astéroïde. C'est-à-dire qu'on a et c'est un vieux truc, la NASA avait déjà commencé à travailler là-dessus dans les années 60. On prend un astéroïde, un grand, on le creuse, on le fait tourner pour créer une gravité, donc ça devient un grand truc de 60 km de long, 10 km à peu près de haut. Et là, on le rend habitable, et en plus, comme il y en a beaucoup, on en fait des parcs à thème. Donc il y en a un glacé, il y en a... Vous voyez comment on est à la fois sur des questions qui sont des questions scientifiques difficiles et pas tout à fait résolues, il faut être honnête, mais sur des questions, sur des manières d'essayer de se penser comment on pourrait vivre autrement des choses, sur des questions relatives à la Terre. Dans 2312, c'est pareil. Le seul endroit... L'endroit où on a envie d'aller quand même, parce qu'un humain a envie d'un jour de voir un ciel bleu, et c'est le seul endroit dans le système solaire, c'est là, mais c'est l'endroit où ça reste le bazar. Ouais. En 2312 comme maintenant. Donc après, on repart. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, justement? Qu'est-ce qu'il faut retenir? À nouveau que, en tout cas, il y a matière à renouveler. À partir du rêve, entre autres, mais dans une vision large, c'est-à-dire le rêve science-fiction, son intérêt, c'est que c'est une création de monde. C'est pas juste une création de l'astéroïde qui bouge. C'est le monde dans lequel l'astéroïde bouge. Donc, on a intérêt à renouveler les imaginaires de la mobilité autour de notre manière presque obligatoire d'ailleurs, de renouveler notre imaginaire du monde, en particulier en lien avec les questions climatiques et les questions de développement durable. Jean-Louis ? Alors, c'est une approche intéressante auquel je souscris pour une partie, qui a existé depuis toujours. Les constructeurs aéronautiques ou les organismes de recherche comme l'ONERA ont toujours fait des projections de matériel ou de systèmes de vie. On a besoin de ça. Mais il y a aussi une autre manière d'innover, parce que utiliser l'objet transitionnel de l'ailleurs, de l'autre planète pour régler ses problèmes, le psychanalyste pourrait dire qu'on n'échappe pas à ses problèmes même quand on part. Et dans ces approches sur l'imaginaire d'ailleurs, où on reconstruit un monde parfait sur Mars, etc., finalement on amène nos problèmes avec nous. Il y a d'autres façons, il y a une autre façon qui est très modeste, très frugale, très simple d'essayer d'améliorer les choses, et la somme de l'amélioration des petites choses peut améliorer l'ensemble. Alors je vais redescendre à un niveau vraiment terre à terre, hein, excusez-moi, mais c'est aussi une manière d'aborder les problèmes. Quand Boeing a fait le 787, ils ont demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Parce que les gens n'aimaient pas l'avion, Ryanair les avait un peu écœurés de l'avion. Alors on s'est dit... Ils ont demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Ouais, ce qui, dans un système technique comme ceux de ces machines technologiques, est un peu étonnante. Le transport de masse et la question de sécurité dans les aéroports a un peu abîmé. Bon. Donc on aurait pu effectivement repenser le système de transport de manière très très prospective. Ils ont demandé l'avis aux gens, et puis est revenu quelque chose, c'est bon, l'avion c'est pas très sympa, il y a un truc qui est cool, c'est de regarder par le hublot. Ah bon, dit le designer, parce que c'est un designer qui s'appelle Tig, qui depuis 60 ans travaille pour Boeing, qui a inventé le standard du jet, le 707. Donc rassurer les gens dans un avion qui vole à 900 à l'heure et qu'ils n'aient pas peur, ce qui était quand même une vraie performance. Et ils ont dit il faut faire